La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Votre après-midi se poursuit sur France Culture au 4e et dernier jour de notre série consacrée à Julien Gracq, dans une émission d'Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurane Travagli-Chanal et Didier Pinault. Julien Gracq, ou plutôt Louis Poirier de son nom de baptême, a disparu il y a 10 ans maintenant, après une vie à la fois mystérieuse et rangée, faite de retrait mais aussi d'amitié fidèle, une existence sans aspérité apparente, faite d'une vie intérieure foisonnante et dont Philippe Le Guillou nous a rendu la substance dans notre émission de lundi. Elle est à réécouter évidemment en podcast. Mardi, c'est sur l'œuvre de cet enchanteur réticent que nous nous sommes arrêtés. Michel Murat nous a parlé notamment du Rivage des Syrtes, mais aussi du style de Julien Gracq et de son rapport à l'avant-garde. Enfin, hier, c'est le regardeur et le promeneur qui a retenu notre attention. Jean-Louis Tissier nous a raconté la géographie gracchienne, tandis que Bernard Vouilloux évoquait son rapport aux images ainsi qu'à la peinture. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous vous proposons d'entendre la table ronde enregistrée en décembre dernier au lycée Henri IV. Une table ronde à l'initiative de Régis Debray et de Jean-Yves Chevalier au cours d'une journée durant laquelle des lycéens ont également lu plusieurs textes de Gracq. Vous pourrez en entendre quelques extraits au cours de cette émission, comme celui-ci, tiré de Lettrine 2 et lu par Baudouin de Villette. Rien n'était pénétrant comme le froid monastique qui tournoyait, aux rentrées désertiques du dimanche soir, dans la rotonde de l'escalier et sous les hautes voûtes du lycée Henri IV. Je m'étonne aujourd'hui un peu, plus sensible que je suis devenu, au froid, à la désertion, que notre jeunesse ne se soit pas glacée entre les pierres de cette nécropole éventée. Si la vie devait un jour se retirer de Paris, il me semble toujours que c'est là, et nulle part ailleurs, que les premiers brins d'herbe perceraient entre les pavés. Autour de cette table se trouvent 5 amoureux de la littérature de Julien Gracq, le philosophe Régis Debray, l'écrivain Eddie Cadour, Emmanuel Ruben, qui est écrivain aussi, qui est directeur de la Maison Gracq à Saint-Florent-le-Vieil en Bretagne, Jean-Louis Tissier, géographe, et Jérôme Villeminos du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Je voudrais aussi signaler la présence dans cette salle de Jean-Yves Chevalier, professeur de mathématiques ici à Henri IV, qui est le véritable maître d'œuvre de cette journée. Signaler aussi la présence de Pernille de Boy, ayant droit de l'œuvre et éditrice des œuvres non pas d'Henri IV, mais de Julien Gracq dans la Pléiade. On va commencer avec vous, Régis Debray, si vous le voulez bien. Vous êtes un très grand admirateur de la littérature de Julien Gracq, mais aussi de l'homme que vous alliez voir chez lui à Saint-Florent, à qui vous téléphoniez. Vous le racontez d'ailleurs dans Aveuglante lumière, votre journal en clair-obscur publié chez Gallimard en 2006 et qui s'ouvre d'ailleurs, ce journal, sur un coup de fil que vous donniez à Julien Gracq. Peut-être vous pourriez commencer par nous parler de la relation que vous entreteniez avec lui et de ce coup de fil peut-être. Vous en avez, j'imagine, encore en mémoire le sujet. Non, je n'en ai plus aucun souvenir. Je peux vous aider si vous voulez. Il vous dit avoir pris plaisir à vos remarques sur Mozart. Ah oui. Dans la revue Médium. Il avait eu ce mot célèbre sur le XVIIIe siècle, ce siècle qui a tout compris et n'a rien deviné. Donc effectivement, une critique des Lumières, sous cet angle, pouvait le toucher. Moi, j'ai connu Julien Gracq grâce à Christine Piot, ici présente,
parce que c'est elle qui frappait, qui tapait les manuscrits et qui était elle-même une amie de Julien Gracq. Et je crois que ce qui nous a rapprochés, c'est l'école normale, bien sûr, et ses souvenirs. C'est peut-être une certaine distance envers le monde contemporain. Et puis, j'ai toujours été frappé par l'extrême courtoisie et presque volubilité d'un personnage qu'on disait très secret et qui m'a toujours semblé, tu pourras dire la même chose que moi avant lui, extrêmement accueillant, disert et drôle. Pince sans rire, sans exemple. Mais il n'aimait pas la lumière non plus. Et c'est ça ce qui rend cette manifestation d'aujourd'hui totalement anachronique et d'autant plus savoureuse. Disons que l'absence qu'il revendiquait de visibilité sociale, l'effacement physique délibéré, c'est un trait d'époque. Et d'une époque qui a glorieusement fini aujourd'hui même, dans une date capitale, qui est ce samedi 9 décembre, qui est un tournant historique. Il faut rappeler que cette émission est enregistrée, elle se passe en même temps que d'autres événements très importants dans Paris. Disons qu'aujourd'hui, la force de présence d'un écrivain, évidemment je ne confonds pas tous les genres d'écriture, il est certain que Gracq appartient plutôt à ce pays secret où étaient déjà Samuel Beckett, Henri Michaud, Louis-René Desforêts, mais bref, aujourd'hui, c'est le vu à la télé qui draine un public, et c'est l'image son et rien d'autre qui fait le héros de notre temps, puisque le mot héros a été employé par le chef de l'État pour évoquer la personne de Johnny Hallyday, preuve qu'il n'y a plus de destin français possible sans quelque chose de Tennessee en lui. Vous pouvez noter aussi qu'il n'y a pas eu d'obsèques pour Julien Gracq, à la mesure peut-être de son génie et qui aurait pu prendre la forme, je ne sais pas, d'un défilé sur les Champs-Élysées. Enfin, personne n'a évoqué cela en tout cas. Je pense, vous savez, qu'il ne l'aurait pas souhaité. D'ailleurs, il évoquait chacun ses héros, n'est-ce pas? Lui évoquait André Breton comme le héros de notre temps. Et André Breton, comme vous le savez, souhaitait aller au cimetière dans une voiture de déménagement. Et je crois que son cortège funéraire a été aussi modeste que celui de Louis Poirier au cimetière de Saint-Florent. Alors évidemment, ce qu'il y a d'étonnant avec Gracq, c'est que dans le fameux livre « La littérature à l'estomac », il a en quelque sorte pronostiqué, annoncé, voire même décrit ces nouveaux écosystèmes, pour ainsi dire, fondés sur l'immédiateté, la foule, la rumeur et le nombre, c'est-à-dire la quantité, dans ce texte où il décrit assez drôlement un pays où la référence aux grands écrivains ne tient pas au fait qu'ils les ont lus, mais qu'ils en ont entendu parler. Je crois que nous avons simplement changé, je parlais d'écosystème, nous avons changé de sphère, et en passant de la grapho à la vidéosphère, nous devons prendre en compte l'inaptitude de l'image à saisir l'homme intérieur, et donc la focalisation sur la physionomie, et je dirais l'obligation partagée de crever l'écran pour avoir accès à une mémoire. Ce qui fait que je dirais que Valéry et Victor Hugo appartiennent au même monde. Ils étaient d'une époque où la force de présence d'un écrivain pouvait être due non pas à son image, mais à ses textes. Et Gracq aura été fidèle à ce monde, mais il a su, avec son acuité extraordinaire, car c'était un sociologue aussi, mais un sociologue qui savait écrire, ce qui est rare chez les écrivains d'aujourd'hui. Il avait deviné quelque chose. Il avait deviné l'avènement d'un monde où nous serions quelques-uns encore à célébrer sa mémoire, parce que c'est vrai que
la secte littéraire à des manifestations clandestines, mais encore tolérées. Et moi, je trouve ça remarquable et je salue la présence du recteur ici, qui me touche beaucoup. Vous dites, Régis Debray, qu'il avait deviné le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il avait aussi deviné comment la nature allait être progressivement un sujet comme elle l'est aujourd'hui, parce qu'elle est, comme on le sait, attaquée. Et ça, très tôt, finalement, c'est quelque chose qu'il avait repéré. Dans son éthique du oui et non du non, du oui à la nature, il y avait évidemment la découverte de quelque chose de tout nouveau. Et il y a d'ailleurs un remarquable article dont tu nous parleras de Louis Poirier dans la revue Critique, je crois de 47 ou 48, où il évoque le passage étonnant, une lucidité incroyable, le passage d'une nature reçue à une nature construite, c'est-à-dire la transformation de la nature par la technique, c'est-à-dire par les voies d'eau, par les viaducs, par le train, l'avion. Donc il évoque la géographie d'aujourd'hui il y a 50 ans, n'est-ce pas? Mais ça, c'est Moi, il m'a beaucoup aidé, si vous voulez, à ouvrir les yeux, parce qu'à force de se promener avec lui, il m'a appris les noms des fleurs, par exemple, et beaucoup d'autres choses. Mais c'est effectivement, en ce sens, là, quelqu'un qui était peut-être même en avance sur son temps. Le oui de Julien Gracq, c'est le oui à quoi? C'est le oui à la nature, mais c'est le oui à quoi d'autre? Parce que justement, comme vous le soulignez, Régis Debray, il pourrait paraître aussi l'homme du non, c'est-à-dire l'homme du retrait, celui qui refuse la télévision, celui qui refuse en grande partie les interviews à la radio, même s'il y en a eu jusque dans les années peut-être 50 ou 60. C'est l'homme du oui à quoi? On pourrait évoquer la mort fati à la Nietzsche, ou cette mort à la stoïcienne aussi qu'il a eue, c'est-à-dire une sorte pas de résignation, mais d'accompagnement, je dirais, des rythmes de la nature. Moi, je lui demandais souvent comment ça va, Julien, il me disait... Ça suit son cours. Il parlait de l'érosion, y compris de sa personne, comme d'un phénomène naturel. Autrement dit, il n'y avait pas chez lui... Enfin, c'est pas l'homme du non, disons, comme Jean-Paul Sartre, qu'il n'aimait pas beaucoup. C'était un homme qui avait un sens du détail et de l'acribie visuelle extraordinaire. Et donc... c'était pas l'homme des grandes cosmologies. Mais enfin, il avait tout de même ce oui aux longues durées, au destin, cette sorte de, oui, on peut dire, de joie qui accompagnait les stoïciens. Alors cette joie, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que quand vous alliez le voir, vous racontez qu'il chantonnait à table des strophes patriotiques sur les sapins et les orphelins de l'Alsace-Lorraine amputés, qu'il apprenait à l'école pendant la Première Guerre mondiale. Vous le décrivez comme un homme qui était très disert, comme quelqu'un que rien n'indignait, au fond qui pouvait parler de tout. Quel souvenir avez-vous de ces rencontres, Régis Debray? Écoutez, c'est difficile de les énumérer. Non, moi ce qui me frappait, c'est qu'il regardait beaucoup la télévision. Souvent, l'après-midi, il branchait la télé pour qu'on regarde un match de foot. Alors, on n'attend pas du tout de Julien Gracq ce type de comportement qu'on imagine toujours hautain et, je dirais, orgueilleux, distant par rapport au monde quotidien. J'ai été frappé également par l'acuité de ses jugements politiques, politiquement tellement incorrects que je me garderai de les répéter. Et non, justement, c'est ça qu'il faudrait que vous répétiez. Une sorte de présence au monde contemporain qu'il avait l'art de référer à l'histoire romaine, si j'ose dire, c'est-à-dire d'articuler formidablement le moment actuel avec, et ça c'était le prof d'histoire et de géographie qui parlait, avec tel ou tel épisode de l'Empire romain, de la République. C'est pas pour rien qu'il s'était appelé Gracq, n'est-ce pas, Gracchus, et qu'il avait été partisan de Gracchus Babeuf dans sa jeunesse. Voilà, donc au fond, moi il m'a appris beaucoup de choses, dont la nécessité pour comprendre
l'actuel, de camper dans l'inactuel, si vous voulez. C'est-à-dire, pour comprendre le moment présent, de le mettre en relief, de lui donner la profondeur de temps, le relief du temps que permet la connaissance de l'histoire, et sa connaissance était fabuleuse. Mais il n'en faisait jamais étalage. C'était le contraire d'un cuistre, parce que, parce qu'il avait cette courtoisie, cette politesse, et également ce goût de l'ellipse, du tête à queue, de la fusée, comme ça, qui l'empêchait de faire de longues dissertations, ce qui est généralement l'ennui avec les normaliens, et c'est pourquoi je m'arrêterai bientôt. Un centenaire intimidant. Les centenaires nous sont le prétexte d'une exhumation officielle où l'on ne manque pas de prendre à témoin l'assistance, avant le banquet à la sous-préfecture, du parfait état de conservation du sujet. La forte constitution du défunt, encore à peine vermoulue, est évoquée. On s'étonne poliment d'un cercueil si bien tenu, bourgeoisement habité, et qui, somme toute, ne sent pas tellement plus que la dernière fois. Notre idée de l'immortalité, ce n'est guère que la permission pour quelques-uns de continuer à vieillir un peu une fois morts. De décade en décade, de demi-siècle en demi-siècle, nous suivons les progrès de la pourriture noble. Un tel s'éloigne. Ça va ? Ce qui est vivant et ce qui est mort dans l'œuvre de X, faites-moi quelque chose avec ça. Et nous savons tous où vont se vider finalement les beaux quartiers des cimetières, les concessions à perpétuité. Que la gloire ne soit qu'une glissade après la fin même vers le non-recevoir indifférent qui clôt tôt ou tard le débat, on passerait encore. Non, ce qu'il y a de plus attristant avec les morts, c'est le peu de résistance qu'ils offrent à faire société. Quoi ? Est-il vraiment possible qu'ils aient été de si bonne composition ? Comment comprendre qu'ils s'emboîtent, qu'ils s'ajustent si bien après le creux de l'un moulé au saillant de l'autre, si tranquilles dans leur coin et de bonne fréquentation, si dociles à la mise en place et aux règles de la perspective, si bien meublant ? Et cette complicité inavouable qui leur vient, cette veulerie soudaine à converser, à se glisser d'une page à l'autre des manuels de littérature, des potins d'alcôve et des recettes de basse cuisine, tellement à l'aise entre eux, au milieu de ce que Renan appelle les petits bruits intimes du cercueil. C'est ce qui enhardit les célébrateurs de centenaires. N'importe qui peut faire ami avec eux. On pense à ces visites aux morts malgaches. On va pique-niquer à la crypte. Et où, au son d'un orchestre champêtre, les morts un peu rudement secoués sur leurs étagères valsent familièrement, de bras en bras. Mais tout de même, vous n'étiez pas toujours d'accord avec lui sur ses visions de l'histoire, quand par exemple il vous disait que Jules Ferry n'aurait jamais pu bâtir l'école émancipatrice sans la solide fondation de la famille traditionnelle, sans des enfants tenus par un père autoritaire. Vous n'étiez peut-être pas d'accord avec lui quand il vous parlait de Venise, ville que vous n'aimez pas du tout et que lui, au contraire, il adorait. Sur l'histoire, quelles étaient vos divergences ? Non, écoutez, d'abord, moi je ne fais pas de politique et lui non plus, donc on s'entendait très bien. On aimait faire de l'histoire. C'est une manière d'en faire un petit peu. Oui, peut-être. Non, mais sur Venise, effectivement. Ah, lui, Venise, c'était une porte de sortie que je vous laissais, je vois que vous la saisissez. Il avait connu, avant-guerre, je crois, je me tourne vers vous, Bernil, Venise avec son grand ami, avec Kefelec. Vous vous adressez là à Bernil de Boy dans la salle. Oui, et avec Pierre de Mandiac, Kefelec, c'était un peu le groupe surréaliste. Non, moi, ce qui m'étonnait beaucoup chez cet homme, pour tout vous dire chez cet homme, c'est l'homme le plus original, le plus inconvenant, le plus anarchiste que j'ai connu. Et il menait une vie de petit bourgeois, bien rangé, cravaté, toujours impeccable, c'est-à-dire du conformiste parfait. C'est ça, je dirais, cet alliage entre un esprit absolument inattendu et je dirais totalement en contre-pied avec la doxa de son époque, et je dirais cet effacement, cette modestie, cette humilité personnelle qui aurait pu en faire un percepteur des impôts ou un chef de bureau de poste, hein, je veux dire. Il a vraiment tout raté, c'est ça que vous voulez nous dire. Ça m'a appris à distinguer entre les faux rebelles et les vrais, si vous voulez. Entre les rebelles à cheveux longs et idées courtes, comme disait l'autre, et le rebelle pour de bon. Le rebelle pour de bon qui garde sa liberté à l'égard
à l'égard du monde extérieur, qui garde sa liberté à l'égard des pressions sociales. Et ça, j'ai compris que le surréalisme était une aventure avant tout intérieure. Voilà. C'était un homme de gauche avec une pincée de droite. Oui, oh, il était gauche et droite en même temps, mais je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais pu le classer. Tout de même, il avait eu cet engagement communiste, à peu près comme tous les gens bien de son temps. Hein. Bon, dans les années 30, et il lui en restait quelque chose, bien sûr. Mais c'était aussi un ami de Pompidou. C'était aussi quelqu'un qui regardait le journal avec une certaine distance. Écoutez, je dois vous dire qu'on ne parlait pas politique. Un jour, il m'a dit, quand j'évoquais devant lui je ne sais quel tour de manège électoral, il m'a dit « Régis, la politique n'est pas une chose sérieuse pour l'esprit. » J'ai trouvé cette remarque profonde. Alors, à votre droite se trouve Eddie Cadour. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez jamais écrit sur Julien Gracq, mais vous êtes un de ses lecteurs, un lecteur partial, je crois, puisque vous n'aimez pas vraiment ses romans, vous préférez surtout ses fragments, comme par exemple Lettrines, Préférences, et peut-être aussi les carnets du Grand Chemin. D'ailleurs, quand vous avez publié vos notes et croquis de l'année 2008 sous le titre « Les pierres qui montent » aux éditions Gallimard, là où vous avez également publié Waltenberg, Les prépondérants, on vous a dit, ou la critique plutôt, vous a dit qu'il y avait un ton grackien chez vous. Alors, d'abord, pouvez-vous nous raconter votre rapport de lecteur à Gracq, et ensuite nous dire en quoi il peut y avoir du Gracq chez vous, Eddie Cadour? J'ai fait la rencontre, si j'ose dire, en lecture de Gracq, ici même. Henri IV. Peut-être pas dans la salle Julien Gracq. Alors, c'est pas dans la salle Julien Gracq, c'est dans la salle d'Hippocagne 1, la HK1, dans la cour. Et c'était il y a quelque temps, à l'automne 1962. Il y a 55 ans maintenant. Ça fait une paye. Et on avait un professeur de français, disons, qui ne brillait pas particulièrement. On en a d'ailleurs très vite fait un inspecteur général. L'administration a parfois de ces astuces qui permettent de relever le niveau d'une classe ou d'un enseignement. Et donc il fallait quand même bien faire du français, parce qu'il était assez difficile de sécher ces années-là. Il y avait un redoutable surveillant général qui passait lui-même faire l'appel dans la classe et qui n'était bon que le jour où le lundi son équipe de rugby avait fait un score honorable. Voilà, ce qui était assez rare. Donc on ne séchait pas, il fallait écouter le cours. Et faire semblant de l'écouter. J'avais une chance extraordinaire, j'étais au second rang, derrière un camarade très massif. Et j'avais donc la possibilité d'ouvrir un livre dans le dos de ce camarade, échappant au regard du professeur pendant les 2 heures que durait le cours, 3 fois par semaine. Et c'est comme ça que j'ai lu à la fois une partie de La Recherche du temps perdu et les Mémoires d'outre-tombe. Et dans le livre de poche, il y avait la préface de Julien Gracq. Et là, je tombe, à un moment donné, sur le Grand Pan. Donc, à propos du Grand Pan, je tombe sur « Il y a le féal saugrenu de la déconfiture, l'homme lige des rois, qui les préfère tomber, quitte à leur savonner prestement la planche à bascule, afin de leur prouver quel trésor de fidélité il leur gardait après. » Avec ce « après » qui vient, il est ensuite revenu sur cette façon de construire le paragraphe et la phrase, avec une chute en mouvement d'éventail qui se referme d'un coup sec, qu'il leur gardait après. Voilà donc mon contact avec Julien Gracq, il vient de là. Bon, évidemment, je me précipite le plus tôt possible avec les économies de quelques heures de tapir du samedi après-midi chez Corti, où j'achète Préférences. Et ensuite, j'allais régulièrement, dès que j'avais un peu de sous, acheter un Julien Gracq chez Corti. Un jour, le vieux Corti, qui était là à gauche en entrant dans la boutique, me dit « Ah, je vous connais, vous venez souvent ?» Je dis « Non, je viens de temps en temps. » Il dit « Oui. Oh, vous êtes tous les mêmes. Un jour, vous viendrez me menacer d'un manuscrit. »
je ne l'ai jamais, malheureusement, je ne l'ai jamais menacé d'un manuscrit. C'est Bertrand Fillodot qui, bien après sa mort, m'a demandé si j'avais pas dans mes tiroirs quelque chose, et j'avais un cours d'agrégation à l'école sur Mina von Barnhelm, la première comédie allemande, et qui est devenue la traduction de Mina von Barnhelm dans la collection Corti. Voilà donc pour la rencontre. Non, il faudrait échapper, il y a une formule très méchante qui nous surveille de Julien Gracq sur la logorée des grandes circonstances. Je veux dire que cette semaine, comme on a été assez servi, c'est pas mal quand même. Je rappelle que c'est la semaine de l'enterrement à la fois de Johnny Hallyday et de Jean d'Ormesson. Voilà. Et au fond, il a cette formule, donc les privilèges de l'expression sont de longue portée. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est parce qu'à cause de cette longue portée des privilèges de l'expression, des éclats comme ça qui vous saisissent, qui fait attention, Fouché et ses yeux. Alors, les yeux, c'est très difficile à faire chez un écrivain parce que ça a été fait 36 fois, vous voyez. Et il a ce léger renouvellement, c'est Fouché et ses yeux de poisson bouilli. Voilà. Bon. Il y a plus gravement, il y a Verdun quand il est à Verdun, sur les Verdun et son silence de bête assommée. Ou bien Lyon et sa dégringolade de maisons noires. Plus méchant, le tout à l'égout de Céline. Là aussi. Sur Hemingway, il a une formule qui est aimable au départ. Il crève le papier comme on crève l'écran. Et puis la fin du paragraphe est une petite reprise et la littérature de Hemingway devient une littérature d'entracte. Vous voyez, c'est une méchanceté qui n'aurait pas déçu Faulkner, par exemple, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà pour les relations avec Julien Gracq, qui sont essentiellement des relations de lecture joyeuse. Et j'aimerais bien, si j'ai un petit instant, parce que, me semble-t-il, les lectures qui étaient très belles n'ont pas tout à fait rendu, je dirais, témoignage à sa virulence. Et c'est ça qui est important chez Julien Gracq. Et il y a une page sur Vallès, avec sans doute, je dirais sans insister, quelque chose de l'ordre d'un filigrane légèrement autobiographique. Mais ça. L'insurgé de Jules Vallès. Une phrase me frappe et m'éclaire un peu la danse du scalp de l'opposition d'extrême gauche autour de Badinguet à l'époque de la lanterne. L'enfant est sorti, son premier livre, celui dont le premier tressaillement date de l'enterrement de Murger. Bohème de plume, journaliste à la pige, répétiteur grisonnant, vieux étudiant, demi-licencié en quête d'un tapir. C'est bien en effet en partie le petit monde des scènes de la vie de Bohème, tourné en vinaigre, qui a fait à Victor Noir un si bel enterrement et gouverné avec incapacité la commune, parmi les pipes, les bocs, les glorias, la fumée et les paroles d'une salle de rédaction de petit journal. Marx a été indulgent pour l'état-major de la commune, dont il avait parfaitement vu l'insuffisance. La Révolution a aussi ses trochus et ses gamelins. La franchise de Vallès consterne et ferait prendre en horreur cet état-major proclamationnaire, ces révolutionnaires de champ de vin sur le passage desquels crachaient, les derniers jours de la semaine sanglante, les barricadiers de Belleville. Il n'y a pas d'excuse à mener même le bon combat quand on le mène si légèrement. Une espèce de nausée atroce monte à suivre le chienlit ubuesque et pathétique des dernières pages, où le malheureux délégué de la commune, son écharpe qu'il n'ose plus montrer, serrée sous le bras dans un journal, sorte d'irresponsable de quartier, de charlot pétroleur, sautillant entre les éclats d'obus, erre, comme un chien perdu d'une barricade à l'autre, inapte à quoi que ce soit, rudoyé par les blousiers qui montrent les dents, distribuant à la diable des bons de hareng, des bons de cartouches et des bons d'incendie, et implorant de la foule hargneuse qui le serre de trop près, furieusement, secoué dans le pétrin où il l'a mise, piteusement, lamentablement. Laissez-moi seul, je vous prie, j'ai besoin de penser tout seul. Dans son exil de courageux irresponsable,
il a dû quelquefois se réveiller la nuit et entendre encore ces voix tout de même un peu sérieuses, de gens qui vont se faire trouer la peau dans quelques minutes et qui lui criaient de la barricade « Où sont les ordres? Où est le plan ?» On voit que vous avez été élève ici, c'est sûrement là que vous avez appris à lire si bien. Alors dans votre livre, Les pierres qui montent, vous ne parlez pas de Gracq dans ce livre-là, mais vous parlez d'Ernst Jünger. Et Gracq, lui, parlait beaucoup de Jünger qu'il avait fréquenté. Quels étaient leurs rapports, le savez-vous? Et qu'est-ce que l'un pouvait trouver chez l'autre et peut-être inversement, si vous le savez? Non, j'en sais rien. Je ne suis absolument pas spécialiste des relations Gracq-Jünger. Je ne suis même pas spécialiste de l'œuvre de Gracq. Surtout, alors lui, je pense qu'il avait été frappé par les Strahlgewitter, l'orage d'acier. Moi, c'est plutôt le Jünger diariste, l'extraordinaire journal Jardins et Routes, en particulier le journal de la guerre, et ensuite tous les journaux qui s'échelonnent sous le titre 70 s'effacent. Et on y trouve au fond un type de relation à la littérature, un type de relation au monde extérieur, un arrêt. C'était un grand spécialiste des insectes, Jünger, un arrêt devant une fougère ou bien un arrêt devant tel scarabée. Il est capable d'écrire comme ça un petit paragraphe miraculeux. À la façon, Gracq en fait parfois autant, sauf que c'est Gracq qui fera, à propos d'un petit bois en province française, il écrira l'équivalent d'un Urwald, une forêt primitive, et que Jünger, lui, n'a pas écrit de Urwald, au moins dans ses journaux, pour ce que je connais de son œuvre, mais il écrira une mangrove. Voilà. C'est un moderne en littérature, Julien Gracq? Oh, en tout cas, on peut le relire aujourd'hui comme je le lisais il y a 50 ans. Ça n'a pas pris une ride. Ça n'a pas pris une ride. C'est toujours aussi fort, justement à cause de ce que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire que la longue portée des privilèges de l'expression. Qu'est-ce que je l'ai encore vu? Mais peut-être que les spécialistes de l'œuvre pourront me reprendre. Sur la littérature latine, sur Tacite et Pline, il y a des choses. Il dit que les Latins n'ont pas de paysage. Or, à bien lire, chez Pline, par exemple, il y a une magnifique description de sa villa laurentine, qui est un hymne à la relation de l'homme, de l'habitation et de la nature, qui est magnifique. Quant à Tacite, il suffit de relire Une tempête sur le Rhin pour savoir que Tacite savait également s'occuper un peu sérieusement de la nature. Ce qui fait la beauté dramatique du rat, c'est le mouvement vivant de son échine centrale, écaillée, fendue, lamellée, qui n'occupe pas le milieu du cap, mais signe violemment en mèche de fouet, hargneuse et reptilienne, se portant tantôt vers les aplombs de droite, tantôt vers les aplombs de gauche. Le prolongement final, encore éveillé, la bourrelera de sein comme le versoir d'un soc de charrue. Le minéral vit et se révulse dans cette plongée qui se cabre encore. C'est le royaume de la roche éclatée. La terre, à l'instant de s'abîmer dans l'eau hostile, redresse et hérisse partout ses écailles à rebrousse-poil. Depuis, je suis retourné 4 fois au rat. Une fois, avec le président du cercle d'échecs de Quimper, nous y conduisîmes Gnosko Borowski, célèbre joueur d'échecs, que nous avions invité dans notre ville pour une conférence et une séance de simultané. Avec sa moustache taillée en brosse, il avait l'air d'un gentil et courtois bulldog. Je ne sais pourquoi je le revois encore parfaitement, silhouetté au bord de la falaise, regardant l'horizon du sud. Il y avait dans cette image je ne sais quoi d'incongru et de parfaitement dépaysant. Il ne disait rien. Peut-être rêvait-il, sur ce haut lieu, à la victoire qu'il avait un jour remportée sur Capablanca. Chaque fois que j'ai revu la pointe, c'était le même temps, la même lumière. Jour alcyonien, calme et tiédeur, fête vaporeuse du soleil et de la brume, brouillard azuré de la mer, où blanchit une voile solitaire, comme dans le poème de Lermontov. Chaque fois, c'est la terre, à l'endroit de finir, qui m'a paru irritée, non la mer. Je n'ai vu le rat que souriant, assiégé par le chant des sirènes. Je ne l'ai quitté qu'à regret, en me retournant jusqu'à la fin. Il y a un désir puissant, sur cette dernière avancée de la terre, de n'aller plus que là, où plonge le soleil.
À votre droite, puisque nous avançons dans ce sens, se trouve Emmanuel Ruben. Bonjour. Vous êtes romancier, vous venez de publier Sous les serpents du ciel aux éditions Rivage. Vous êtes aussi géographe, voire professeur d'histoire-géographie. Vous êtes encore dessinateur et vous avez été nommé cette année directeur, c'est cela, de la maison Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil. Est-ce que vous aimez les maisons d'écrivains? Oui, alors je connais le passage très cruel de Julien Gracq sur les maisons d'écrivains. Il détestait les maisons d'écrivains et la maison Julien Gracq n'est pas une maison d'écrivains. Ce n'est pas un musée. Il reste très peu de choses qui lui ont appartenu. Nous avons fait en sorte de respecter le testament de Julien Gracq qui souhaitait qu'elle devienne une résidence à prix modéré, disait-il, pour des jeunes écrivains et artistes du monde entier. Alors malgré tout, il doit bien y avoir un esprit de Julien Gracq dans cette maison. Comment le qualifieriez-vous, Emmanuel Ruben? L'esprit, il est dans le paysage essentiellement, qui est là sous nos yeux, qu'on a la chance de. Moi, j'entends la Loire couler depuis mon bureau quand même, ce qui est une chance, parce que la Loire à cet endroit est très particulière. C'est une Loire, c'est un bras de la Loire que je trouve, pour ma part, assez inquiétant quand même. Parce qu'il y a deux bras très différents. Sur le bras qui coule à Saint-Florent est un chenal assez vif, parce qu'elle a été, à cet endroit, la Loire a été canalisée. Et elle envoie, donc elle a beaucoup de courant, il y a un débit très important, et donc on l'entend, ce qui est rare en fait pour la Loire en principe. J'habite par ailleurs, mon appartement se trouve dans un village à 9 km de là qui s'appelle Ingrande. Je vois la Loire, mais je n'entends pas la Loire, parce qu'à cet endroit, la Loire est entière, elle n'est pas coupée en deux bras, et donc il n'y a pas ce courant dû à l'étroitesse en fait. Et peut-être que les eaux étroites, alors les eaux étroites, on sait bien sûr que c'est la rivière Lèvre, qui est une autre rivière, qui est un affluent de la Loire, mais à cet endroit, la Loire est étroite, et peut-être qu'aussi les eaux étroites, c'est aussi ce bras. Si je parle des eaux étroites, c'est parce que c'est par les eaux étroites que je suis rentré dans Julien Gracq. J'ai apporté un exemplaire des eaux étroites qui m'avait été offert par ma tante, qui était libraire dans une petite ville de la Drôme, à Die. Voilà, c'est un peu grâce à elle que j'ai découvert cette œuvre. Je ne reviendrai pas sur le mordant, parce qu'on a dit beaucoup de choses déjà, mais Gracq est un écrivain qui m'a fait énormément rire, je crois, autant que Proust. Je crois que c'est les deux écrivains qui m'ont fait rire le plus, avec peut-être Céline, mais avec Céline Gérier-Jaune. Vous avez en tête quelque chose qui vous a particulièrement amusé chez Gracq? Dans la littérature à l'estomac, il y a vous savez, ces primo-romanciers qu'on appâte avec je sais plus comment il dit, avec un sucre d'orge, et on attend à ce qu'ils fassent à ce qu'ils montrent un peu, je sais plus comment il dit, mais à ce qu'ils montrent un peu leur croupe, qu'ils fassent un numéro un petit peu de rodéo, et donc en fait, il avait déjà tout vu. Et c'est-à-dire que notre époque ne fait que valider ce qui avait déjà été diagnostiqué. C'était peut-être déjà comme ça à son époque aussi. Il y a presque 70 ans dans la littérature à l'estomac quand même. Alors vous avez échangé des lettres avec lui, quelques lettres, au début des années 2000. Tout à fait. Et je lui suis très reconnaissant, parce qu'en fait, c'est vrai que dans ses lettres, il me mettait en garde sur l'espoir d'une carrière littéraire, et surtout, en fait, il me disait qu'il fallait d'abord que je termine ma carrière universitaire. Alors, bon, j'ai abandonné ma thèse de géographie, mais je crois que je ne suis pas le seul. Il avait lui-même aussi abandonné sa thèse de géographie, mais en tout cas, j'ai passé l'agrégation de géographie. Voilà, donc j'ai fait Normal Sup, j'ai passé l'agrégation de géographie. Donc je l'ai suivi dans ses conseils jusqu'à un certain moment. C'est-à-dire vraiment la thèse de géographie. Jean-Louis Tissier est ici parmi nous pour en témoigner. Je crois que c'était au-dessus de mes capacités là pour le coup. En tout cas, vous avez situé votre premier roman Alta Yalta dans cette Crimée dont rêvait Gracq. Donc il y a quand même quelque chose qui est passé de son amour pour les lointains et sans doute aussi pour les paysages chez vous. Ça, c'est vrai que c'est très important. Julien Gracq vivait a grandi au bord de la Loire et retournait souvent à Saint-Florent au bord de la Loire.
sur une frontière historique, qui est celle de la Bretagne et de l'Anjou. Saint-Florent-le-Vieil n'est pas en Bretagne, mais vous étiez pas loin du tout, parce que la Bretagne est en face, en fait, la Bretagne historique. Il n'y a pas des revendications pour que ça devienne breton? Non, parce que ça ne l'a jamais été. C'est l'Anjou, c'est les Mauges, c'est la Vendée historique. Alors, vous savez, c'est sur ces choses-là, ils sont très susceptibles. Donc, c'est pas du tout la Bretagne, mais c'est la grande Vendée historique, donc c'est aussi la chouannerie. Tout ça pour dire qu'en fait, il avait un horizon devant lui et très tôt, il a aspiré à un horizon très lointain qui pourrait apparaître le plus lointain en fait de ce Finistère qu'en fait déjà ces marches orientales de la Bretagne, et cet horizon ça a été l'URSS. C'était la Russie, qui était à l'époque l'URSS, et la littérature russe. Et c'est vrai que quand je suis entré, si on peut dire, en littérature, j'ai voulu lui rendre hommage à travers un roman, Alta Yalta, qui était une manière un petit peu de partir vers cette Crimée qu'il n'avait jamais pu découvrir, puisqu'en fait, il avait commencé une thèse de géomorphologie sur la Crimée, qu'il n'a jamais pu, il n'a jamais pu faire son terrain, en fait, puisqu'en fait, il n'a jamais reçu le visa qui lui aurait permis de s'y rendre. Et c'est en attendant en fait ce visa qu'il a commencé à écrire son premier roman, Au château d'Argol. Et c'est vrai que je le savais, ça, quand je suis parti en Crimée, à une époque où j'avais commencé une thèse sur Kiev et Riga, donc l'Ukraine et la Lettonie. Et donc c'était un peu des vacances en Crimée, et c'est vrai que voilà, disons que ce que j'ai pu observer de Yalta, qui est un lieu très particulier, m'avait donné envie d'écrire ce livre. Et puis par ailleurs, j'avais écrit un essai qui s'appelle L'appel des Syrtes, dans lequel Il a une référence évidemment directe oui, à Julien Gracq et au rivage des Syrtes. La personne qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est Pierre Michon, qui avait écrit un très bel article dans un magazine littéraire consacré à Gracq, dans lequel il disait peut-être que les Syrtes, il faudrait peut-être aller chercher ça du côté de la Crimée. Et je me souviens, je partais pour Varsovie, et de Varsovie, je devais gagner Kiev. Et j'étais à Normal Sup, à Lyon, et sur une carte de l'Europe physique, qui était une grande carte de l'Europe, donc de l'Europe continentale, pas de l'Union européenne, je vois le mot Syrte. Alors là, j'avoue que le mot Syrte n'était pas du tout situé là où on pourrait s'attendre. Il y avait le mot Syrte à l'endroit de ce que nous connaissons bien, qui sont la Grande Syrte et la Petite Syrte, où se trouve aussi la ville de Syrte en Libye, mais ça c'est avec un Y. Et il y avait un Syrte avec un I, S-I-R-T, qui se trouvait au niveau de la Caspienne, au nord de la mer Caspienne. Bon, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je cherche, et la seule chose dans laquelle je peux trouver des informations, c'était un dictionnaire de géomorphologie en espagnol, figurez-vous, parce qu'on avait des professeurs qui partaient souvent pour le Chili, notamment. Et dans ce dictionnaire en espagnol, je lis que les Syrtes sont un monticule au sud de l'Oural. Et je me suis dit, c'est vrai que Julien Gracq, il regardait de ce côté-là, plus que du côté des Syrtes libyennes. Et c'est vrai qu'il y a énormément de réminiscences. C'est quelque chose qui a été très peu exploré, mais dans son œuvre, il y a énormément de réminiscences de la littérature russe. Julien Gracq avait appris le russe à l'INALCO pour justement pouvoir mener ses études de terrain. Et il lisait énormément. Il lisait Gogol, il lisait Pouchkine, il lisait Lermontov. Et il avoue d'ailleurs que pour écrire le Rivage des Syrtes, il s'est inspiré du début de La fille du capitaine. Et si on lit La fille du capitaine et qu'on lit Le Rivage des Syrtes, on voit qu'il y a énormément de similarités dans la structure. Je parle uniquement de la structure du roman, pas du tout dans le ton, mais dans la structure. Il a vraiment repris certaines tendances en fait, de la structure de l'ouvrage. Mais même dans le titre, Le château d'Argol, Argol est un mot qui a une signification
en russe, paraît-il, ce serait une sorte de fumier qui sert dans le Caucase à la fois de torchis et de combustible. Est-ce qu'il le savait, ça, Julien Gracq? Je ne sais pas, ça je ne saurais pas vous le dire. Je sais qu'il disait qu'il avait trouvé Argol dans un abribus, en attendant un bus du côté de Quimper, puisque Argol est aussi un village qui est pas très loin de Quimper, du côté de la Pointe du Raz. D'ailleurs, on a eu un texte tout à l'heure lu à propos de la Pointe du Raz qui est très beau. Mais ça, c'est intéressant, c'est-à-dire c'est le fait que c'est l'insituable de ces œuvres, c'est-à-dire qu'elles peuvent nous emmener du Finistère jusqu'au bord de la mer Caspienne ou jusqu'à la Crimée. Et c'est ça le génie de l'œuvre de Julien Gracq et de ses romans tout particulièrement, c'est-à-dire qu'en fait, il se permettait de remixer la géographie. Il comprend qu'il n'y a pas que le temps et l'histoire en fait qui bouleversent, qui transforment les êtres humains, et que l'espace est aussi quelque chose de très important. L'espace et la géographie. Et ça, c'était très novateur, je crois, à l'époque. Alors, à votre droite se trouve vous, Jérôme Villeminose, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, celle de la rue Richelieu. Dans son testament rédigé en 2000, Julien Gracq a justement légué à la BNF les manuscrits de ses ouvrages publiés, ainsi que les manuscrits inédits. Et c'est donc ce legs qui a constitué le fonds Julien Gracq, qui est donc entré au département de la manuscrits de la BNF en 2008. Tout simplement, ma première question, c'est que trouve-t-on dans ce fonds Julien Gracq? Alors, de fait, on trouve donc ces manuscrits, et puisque vous avez demandé à chacun comment il en était arrivé à rencontrer Julien Gracq, je dirais que du coup, moi, je le rencontre vraiment par ce qu'il appelait lui-même les cuisines, puisque, comme il a eu l'occasion de le dire, pour lui, montrer les manuscrits, c'était faire à ses invités visiter la cuisine. Et donc, il n'aimait pas trop cette idée, d'ailleurs. Absolument, il n'aimait pas trop cette idée. Et donc, ce que je voudrais essayer de vous montrer, et c'est pour ça aussi que j'ai apporté quelques manuscrits que vous pouvez voir dans cette salle, c'est qu'il a quand même très bien fait de nous donner son fonds de manuscrits, et peut-être un petit peu contre lui, mais en tout cas, je pense que c'est une véritable aide à la compréhension, à l'entrée dans son œuvre. Donc vous avez tout alors à la BNF? Alors nous avons effectivement. Il y a eu une vente Julien Gracq et je crois que la BNF n'avait pas pu tout acheter il y a quelques années de cela. En 2008, effectivement, après sa mort. Alors ce qu'il nous a légué, c'est l'ensemble de ses œuvres éditées, récits, écrits critiques, entretiens, ainsi que les manuscrits des deux volumes posthumes dont on a parlé tout à l'heure, les manuscrits de guerre et les terres du couchant. Il y a également dans ce fonds toute une strate, qu'on pourrait dire une strate antérieure, de documents qui n'avaient pas forcément vocation à être publiés, avec des carnets, des ensembles d'ébauches, des esquisses, des textes de conférences, et puis des travaux aussi universitaires ou scolaires, des cahiers, des articles géographiques. Et puis il y a ce troisième ensemble qui est constitué de cahiers de fragments, 29 cahiers de fragments intitulés Notules, qui représentent environ 3500 pages, qui ont été tenus à partir de mars 1954, et dont Gracq a, dans son testament, interdit la divulgation pendant 20 ans après sa mort. Et donc c'est de cet ensemble quand même qu'avait été tiré un certain nombre de textes déjà connus, ce que Gracq a choisi pour constituer les recueils Les Trines, Les Eaux étroites, Carnet du grand chemin. Alors il y a quelque chose, j'imagine, de très affectif quand on travaille comme vous auprès de ces manuscrits. D'ailleurs, vous en avez emmené, vous le disiez, quelques pages. Pourquoi avoir choisi les pages que vous avez apportées ici, et qu'est-ce qu'elles représentent pour vous personnellement? Alors j'en ai apporté 3. Une petite partie du brouillon du rivage des Syrtes. Il faut dire qu'il y a quand même 280 feuillets de travail pour le rivage des Syrtes. Donc vous pouvez vraiment comprendre comment ce roman a été écrit, quels ont été peut-être les repentirs, les doutes, les accélérations, comme vous le signalez aussi. Alors, pour le coup, là, dans le cas du rivage des Syrtes, j'ai apporté donc une partie de la conversation avec Danielos. Ce qui a attiré mon attention, c'est que le dernier feuillet du brouillon, le feuillet numéro 271, en fait ne trouve pas sa place dans le cours du brouillon. Il a été rajouté bien après. Il a même été rajouté après la première mise au net. Et donc là, on a un exemple un peu rare, parce que c'est vrai que à voir le fonds Julien Gracq, on croit qu'il écrit de façon
assez linéaire, un brouillon, qu'il le copie en corrigeant cette copie, et puis qu'ensuite il le copie vraiment au propre. Là, on a un exemple en fait où un texte a été écrit après la première mise au net, ajouté à la fin du brouillon, mise au net à nouveau et remise au net une troisième fois. Et donc ça c'est un cas étonnant, un petit peu rare, et ça attire l'attention sur le contenu de ce texte. Et je dois dire que c'est un texte qui est assez éclairant, il me semble, car c'est un texte dans lequel Aldo se remémore plusieurs des événements passés. En 10 lignes, il fait référence au moins à 4 chapitres précédents, et il se rend compte en se remémorant ces événements que Danielo à qui il parle, et qui est un peu l'incarnation de la cité, est en fait sur la même longueur d'onde que l'envoyé du Farguestan à qui il avait parlé. Et donc on se rend compte là que ces deux personnages, qui sont donc les deux incarnations, les meilleures incarnations des cités ennemies, en fait se recouvrent, partagent les mêmes vues lointaines. Et Aldo le découvre à ce moment-là. Et donc il me semble que ce passage-là, je pense pas qu'on puisse parler d'élucidation, ce serait impropre, mais on peut peut-être dire quand même qu'il aide à la décantation du roman. Et il me semble donc absolument important. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a été rajouté comme ça à la fin par Julien Gracq. Mmh. Alors tout à l'heure, vous n'avez pas dit, Jérôme Villeminos, si vous aviez tout le fond à la Bibliothèque nationale, c'est le cas ? C'est pas tout à fait le cas. En fait, on n'a pas tout le fond. Alors il y a des textes pour lesquels on pense avoir le dossier génétique complet. Donc dans le cas du Rivage des Syrtes, on a donc le brouillon, on a 3 cahiers de mise au net corrigés et la mise au net. Mais il y a d'autres cas pour lesquels, là ce sont les aléas de l'histoire qui parlent. C'est le cas par exemple du château d'Argol. On n'a pas le brouillon. Les parents de Julien Gracq ont probablement brûlé le brouillon en 1940 en pensant donc que brûler les papiers qui auraient pu compromettre leur fils. Et donc on a pour le château d'Argol des cahiers de mise au net, mais on a également pour le château d'Argol un petit carnet dans lequel sont présentes des esquisses du roman et quelques fiches présentant des personnages. Et on a ce type de carnet encore pour d'autres œuvres, on ne l'a pas pour le Rivage des Syrtes. Donc on n'est pas absolument certain à chaque fois d'avoir un dossier génétique absolument complet. Mais alors pour les chercheurs qui s'intéressent à Julien Gracq, il faut qu'ils sachent qu'il y a un certain nombre de cahiers, 29, ça représente 3500 pages, dont Julien Gracq a signalé dans son testament qu'il ne fallait pas les ouvrir pendant une période de 20 ans après sa mort. Donc là, ça signifie qu'il faut attendre encore 10 années. Est-ce que, je ne veux pas vous demander si vous les avez ouverts, puisque vous les avez sous la main, vous nous direz, j'imagine que vous ne les avez pas ouverts. Mais non. Alors, ce serait bien de parler un tout petit peu des manuscrits des 2 volumes posthumes aussi, le récit inédit des Terres du Couchant et puis les manuscrits de guerre qu'on peut donc lire aujourd'hui aux éditions José Corti de Bernard Fiodo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement pourquoi ces textes-là n'ont pas été publiés tout simplement du vivant de Julien Gracq ? Alors là, je pense qu'il aurait fallu lui poser la question également à lui. Pour le manuscrit des Terres du Couchant, c'est une œuvre inachevée qu'il a laissé, et il l'a quand même un peu expliqué. Il a dit que il écrivait ses textes et que il lui fallait les écrire dans un certain élan, et que passé un certain temps, il ne pouvait plus y revenir. Et le manuscrit du Couchant, ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'on y voit plusieurs brouillons qui sont foliotés à chaque fois à partir de 1, et qu'on voit plusieurs mises au net également qui sont foliotées à partir de 1. Et là aussi, c'est un cas qui est assez rare. Alors, je me demande du coup si ça illustre les raisons pour lesquelles Julien Gracq n'est pas allé au bout de ce récit, ne l'a pas publié, ou si, du fait de son inachèvement, cela nous montre peut-être une phase du travail où en fait les brouillons sont là en plusieurs. Enfin, il y a plusieurs versions de brouillons, plusieurs versions de mise au net, sur lesquelles Julien Gracq, une fois l'œuvre achevée, reviendrait pour les lisser. Donc, je ne sais pas exactement. Je pense qu'il aurait fallu les raisons pour lesquelles il ne l'a pas achevé et qu'il n'a pas voulu le publier. Je pense qu'il aurait fallu lui demander à lui.
Voilà pour cette table ronde d'hommage à Julien Gracq à l'occasion des 10 ans de sa disparition, enregistrée par Hélène Langlois et Benjamin Perreux, table ronde organisée par Jean-Yves Chevalier à l'initiative de Régis Debray et avec, outre Régis Debray lui-même, Emmanuel Ruben, écrivain et géographe, directeur de la Maison Gracq à Saint-Florent-le-Vieil, Eddie Cadour, universitaire, écrivain et chroniqueur littéraire, ainsi que Jérôme Villeminose du département des manuscrits de la BNF et en présence de Jean-Louis Tissier qu'on a entendu hier. Lundi prochain, nouvelle semaine, nouveau sujet, nous serons en compagnie de Simenon, mais avant cela, c'est le moment de la poésie avec comme chaque jour Jacques Bonafé. Bonjour la compagnie. Dans le degré zéro de l'écriture, Jean-Pierre Verhegen s'en prend à ce qui a fait le succès de 68, les discussions dogmatiques, les théoristes de tout poil, l'âge perpétuel. Mes camarades disent, mais au fait, qui te l'a dit, toi, que tu étais un écrivain? Qui te l'a dit, toi, que tu avais des qualités littéraires? Ça reste à prouver, disent mes camarades. Les masses, disent mes camarades disent que je n'oserais pas leur montrer ce que j'ai écrit là, qu'on me rirait au nez, qu'on me chasserait. Va parler à des ouvriers en grève, disent mes camarades. Va leur parler de tes problèmes psychologiques et sexuels. Ils n'en ont pas, eux. Ils n'ont rien à faire des tiens. Les masses lisent-elles des romans photos, de la BD, écoutent-elles des chansonnettes? Et alors, disent mes camarades, ce sont les capitalistes qui leur embourrent la tête. Toutefois, si elles aiment ça, si c'est leur goût à l'étape actuelle, eh bien, disent mes camarades, nous ferons des romans photos révolutionnaires, de la bande dessinée révolutionnaire. Nous mettrons, s'il le faut, des paroles révolutionnaires sur des airs de Mireille Mathieu. Ensuite, nous élèverons le niveau, disent mes camarades. Oh, is! Oui, mon amour, aime-moi comme. Je t'aime, je serai ton prince d'amour. Pour moi, la vie va commencer, c'est comme ça que je t'aime. Donne-moi un petit peu de ton cœur, laisse-moi t'embrasser, je savais que tu viendrais me rejoindre à la fin du jour, je savais qu'on finirait par s'embrasser. Oh mon amour, je viens du bout du monde, si tu savais combien je t'aime. Oui, on fera l'amour jusqu'à la fin du jour. Viens, viens, c'est une prière, je ne finis pas de t'aimer. Donne-moi juste un petit baiser, laisse-moi dormir auprès de toi, tu m'appartiens. Passe la nuit dans mes bras, je me sens si seul auprès de toi. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Oh oui, avec toi c'est mieux, la. Bien, écrivons donc le plus simplement du monde, poussons profondément la muse, quête. Mes camarades disent, mais tu te méprises mon vieux, c'est typiquement petit bourgeois, tu dégénères, comment faire de toi un homme nouveau? Quelle image de l'homme nouveau peux-tu donner aux masses? Mes camarades disent encore que je conçois la lutte révolutionnaire comme une lutte d'individus, etc., etc. Tous ces lambeaux de phrases stéréotypées, je n'en annonce la reproduction ici et là qu'à dessein de pastiches tournanceaux dans leur vide effarant. Pour moi, c'est le style chou-fleur rassurant. Est-ce qu'il n'y a donc personne pour dire sans complexe ni crispation « Je vous entends mal, monsieur chou-fleur sécurisant. Parlez plus écrit. Cessez de dénier la jouissance, d'autant que je suis moi aussi contre la petite jouissance individuelle, égoïste, la petite jambe, la petite bonne cuisse Louise, bonne jambe ma tante, d'autant que je suis moi aussi pour la jouissance collective et que j'espère bien la société bolchevique donnera à la classe ouvrière et au peuple travailleur ce que j'appellerai, si j'ose me permettre, une véritable bolchevita. En attendant, cessez de causer comme si vous aviez déjà le pouvoir, prenez-le à la lettre près. Tout ce temps que vous passez à masticoter, ne pouvez-vous le consacrer à ceux que vous laissez en paix ? Mais il est vrai qu'avec moi, c'est plus facile. Moi, le poète, ou poèque, qui dort dans l'herbétude de sa ficellité animale qui sourit, qui a 2 trous roses bonbonnes à sa poétrine de latrine. Merci Jacques Bonafé pour cette semaine que vous consacriez en lien avec le Printemps des poètes au Hardy de mai 68. Vous nous lisiez aujourd'hui des poèmes de Jean-Pierre Verhegen.